Chers amis, comme vous le savez, j'ai récemment reçu Franco et Federico Ziviani, respectivement chairman et CEO de la maison Gérald Charles, la dernière marque de Gérald Charles Genta. Nous allions retracer la dernière partie de la vie du Picasso des montres. Franco et Federico s'étaient volontiers prêtés au jeu des anecdotes, replongeant dans un passé riche et alimenté par deux familles très proches, les familles Genta et Ziviani. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une personne qui a joué un rôle essentiel dans la pérennité de la marque. J'ai nommé Octavio Garcia, le designer qui s'est vu attribuer la lourde tâche de poursuivre le travail de Genta. Octavio, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à mon invitation. Ça fait très plaisir. Et avant de commencer, j'ai quand même une question qui me taraude depuis le début. Quel sentiment ça procure d'ajouter son trait de crayon à celui du maître du design horloger? En fait, si vous voulez, pour moi, le travail que j'ai fait avec Gérard Charles, c'était vraiment avant tout un travail de amitié avec la famille Ziviani. Le fait ils se sont tournés vers moi en 2020 pour contribuer à revitaliser la maison. Ouais. C'était au niveau humain quelque chose de très qui m'a touché beaucoup. En plus de ça, de savoir que cette maison représente les dernières 11 années de la vie créative de Monsieur Genta, c'est clair que ça ajoute une dimension historique et importante à la mission. Mission que je pris comme, si vous voulez, en quelque part, une boucle qui se boucle, étant donné que j'ai eu le privilège de travailler sur des autres collections aussi créées par Monsieur Genta. J'ai cru comprendre, et évidemment, on va en parler. Ce qui est frappant, et ce que j'avais vu avec Federico, c'est que c'est vraiment une histoire de famille, en fait. On sent vraiment qu'il y a une histoire de confiance et de famille qui est instaurée entre la famille Genta et la famille Ziviani, et également avec vous, finalement. On a l'impression qu'il y a une espèce de legacy comme ça, naturel, qui s'est instauré dès le départ. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Genta a approché la famille pour continuer à créer, puisque c'était vraiment ça qu'il aimait faire au-dessus de tout. Ouais. Et de confier à la famille Ziviani la partie développement d'une nouvelle maison qui portait son nom était une très grande preuve de l'amitié qu'ils avaient entre eux. De la confiance qu'ils pouvaient avoir. Ça paraissait comme une évidence, on a l'impression, quand ils en parlent. Et c'est vraiment comme ça qu'on le voit finalement. Mais avant qu'on aille plus loin, justement, et pour que les auditeurs comprennent bien le lien et comprennent bien le cheminement de tout ça, est-ce que vous voulez bien vous présenter Octavio Garcia, s'il vous plaît? Alors, moi, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie horlogère en 1999, après des études de design en Suisse, chez Omega. J'ai commencé comme junior designer avec cette magnifique maison. Et je peux dire que c'est à cette maison que j'ai vraiment compris les mécanismes et le workflow, si vous voulez, d'une machine bien huilée, d'une façon de travailler réfléchie avec toutes les considérations qui vont avec la conception d'une pièce horlogère de grande série. Et finalement, le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que, est-ce que je me trompe en imaginant que quand on arrive en tant que designer, on voit le côté évidemment esthétique, mais on est quand même confronté, et finalement la réalité vient percuter le design en disant, voilà, ça, ce n'est pas possible, ça, c'est possible, et finalement, il faut arriver à ménager tout ça. Il faut quelque chose qui soit beau, élégant, mais aussi qui permette techniquement d'être créé. Est-ce que c'est une vision qu'on peut avoir de l'extérieur qui est fausse, ou est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est frappant quand on démarre dans ce secteur? C'est absolument juste. C'est cette tension entre la réalité et la créativité qui font le travail de design horlogère si intéressant aussi. C'est de pouvoir trouver des solutions autour de ces contraintes avec des partenaires internes et externes pour pouvoir arriver à quelque chose d'harmonieux et qui représente la maison. Exactement. Parce qu'en plus, dans le groupe Swatch, vous avez quand même travaillé pour d'autres projets, j'ai cru comprendre. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois pour Blancpain, Breguet, Glashütte, Rado.
vraiment, vous avez une palette et un style de montres et de pièces très étendu pendant quasiment 5 ans, je crois, c'est ça? C'est juste, c'est juste. Mmh, mmh. Effectivement, mon rôle principal, c'était avec Omega, mais Ouais, j'ai eu l'opportunité de pouvoir expérimenter et être force de proposition esthétique pour les maisons que vous avez mentionnées, d'accord. Glacé, Rado, et puis aussi Blancpain. Tout à Ouais. fait. Donc des choses très très différentes. Après, vous allez rejoindre la fameuse maison Audemars Piguet. Encore une fois, vous emboîtez le pas et vous continuez dans la logique, si on peut dire, implicite qu'on voit chez Gérald Genta, finalement. Donc ça, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que autant chez les Ziviani que chez vous, il y a toujours cette logique, ce cheminement où vous suivez les traces quelque part de Genta. C'est drôle quand même. C'était pas volontaire, évidemment. J'ai le rôle chez Audemars Piguet, c'était un peu inattendu. C'était Hmm. un processus assez rigoureux de recrutement. Ouais. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, joindre la compagnie, joindre la famille AP en 2003. D'accord. Et D'accord. depuis 2003 à 2015, je travaillais sur de nombreux projets. J'ai pu aussi voir l'entreprise évoluer, grandir, se Hmm. développer, prendre des risques. C'était des moments exceptionnels pour moi. 2020, année importante, année charnière pour vous. Vous arrivez chez Gérald Charles, vous assurez la direction artistique, on peut dire. Et j'ai même envie de dire la grammaire du design. Je trouve que c'est un terme qui va bien, finalement, l'arrivée dans la team Gérald Charles. Alors, j'avais soumis à Federico et Franco une phrase, et je ne peux pas m'empêcher de vous la redire, et vous savez de quelle phrase je vais vous parler, mais une phrase que vous connaissez forcément, que disait Gérald Charles Genta lors de la création de sa marque. Vous allez me dire à la fin ce que vous en pensez. Je vais quand même la reciter. Il disait: Je tiens à vous remercier pour l'attention que vous avez portée à ma nouvelle marque, Gérald Charles. J'ai créé chacun de ces garde-temps avec passion. Comme toujours, depuis le début de ma carrière, j'ai cherché à allier technologie et esthétique. J'ai cherché la forme idéale et j'ai utilisé les couleurs comme un peintre utilise ses tableaux pour vous présenter un garde-temps qui vous procurera un sentiment de plaisir à chaque fois que votre regard sera attiré par lui. Si j'ai réussi à transmettre cette passion, alors je suis un artiste heureux qui poursuivra son chemin créatif avec toujours plus d'énergie. Incroyable cette phrase, donc à l'aune, au démarrage de la marque. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase, justement, quand vous l'entendez à nouveau? Je pense que on entend à la fois la mission principale d'un designer Hmm, dans n'importe quel domaine, hmm, cette combinaison de technicité et de l'artiste, de la créativité, ouais, de l'envie perpétuelle de innover, autant stylistiquement que techniquement. ouais. Mais on entend, moi j'entends aussi dans cette phrase quelque chose qui résonne beaucoup avec moi, c'est on entend aussi Ouais. l'envie de provoquer un sourire avec son travail et au cœur de tout ce qu'on fait. Je pense que c'est vraiment ces émotions-là qui sont les plus, qui nous poussent en avant. C'est cette vulnérabilité et l'envie de faire plaisir avec son art. C'est vraiment en fait la mission ultime. C'est-à-dire que on a vu parfois dans des secteurs très divers des endroits où le curseur du design, finalement, la praticité était sacrifiée sur l'autel du design quelque part. Et je pense que c'est toujours un petit peu l'enjeu, je me trompe peut-être, mais pour un designer, pour un créateur, de faire quelque chose où le curseur est au bon endroit. C'est, ça répond à quelque chose qui flatte l'œil, mais malgré tout, ça reste quelque chose de très utilitaire. J'aime pas le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose de très fonctionnel plutôt. Voilà. C'est un petit peu toujours ce que vous gardez au fond de la tête quand vous créez quelque chose, non? Mais je pense que on est conscient à un moment donné dans la carrière d'un designer horlogère Mm. que cet équilibre entre la fonctionnalité et l'esthétique est très fragile Ouais, et de pouvoir, et on est toujours à la recherche de cet équilibre parfait qui est impossible à trouver, c'est très dur. mais euh, qui est important pour vraiment euh, satisfaire, surtout avec une maison qui veut grandir, qui veut se développer, Mm. pour satisfaire une audience de plus en plus large et qui cherche parfois des choses différentes. Et je Mm. trouve que Gérald Charles vraiment représente quelque part cette, cette envie pour Monsieur Jantin de continuer à expérimenter
c'est pour ça qu'on a des archives assez riches en Incroyable. expérimentation, puisque c'était pour lui une sorte de façon de continuer à garder cette souplesse créative qui est tellement important pour nous. Ouais. Et ça devait quand même être une lourde pression quelque part, parce que c'est quand même c'est la masterclass quand même, Gérald Genta, on peut pas le nier. Et c'est vrai que quand c'est quand même une forte responsabilité, c'est toujours faire évoluer un design sans révolution. C'est-à-dire qu'on reconnaisse finalement la patte du maître, mais que vous fassiez vivre encore les pièces. Ça, c'est compliqué quand même, encore une fois. Et est-ce que vous avez eu le stress de la page blanche? Surtout que là, elle est même pas blanche en plus. Est-ce qu'il y a eu un peu ce stress au départ? Parce que ça va être quand même quelque chose d'assez vertigineux, non? Je pense que en tout cas, dans mon expérience, c'était pas quelque chose dans lequel je restais longtemps. Cette notion de pression d'héritage ou historique. Ouais, je préfère mettre mon énergie sur le futur, le travail d'équipe avec Federico notamment, qui avait quand même et qui a une vision assez claire d'où il veut amener la maison. C'est vrai. Et puis de dialogue avec les équipes pour vraiment être sûr qu'on est tous alignés sur cette direction au niveau artistique. D'ailleurs, j'ai commencé en 2020 avec Gerard Charles et les premières dessins, conception, design que j'ai fait, c'était autour de ce qui est maintenant la Masterlink. Oui. Puisque je voulais, si vous voulez, en quelque part, valider qu'on était les deux sur la même longueur d'onde au niveau esthétique. Donc, du moment où ça s'était confirmé, j'étais assez sûr qu'on allait arriver à un résultat qui correspondait à les prochaines étapes de la maison et de la collection Maestro. Hyper intéressant. Et en fait, finalement, la Masterlink, qui est arrivée très très récemment, et on va en parler bien sûr de cette pièce, est une pièce qui est arrivée en off, en fait, qui est arrivée dès le départ quasiment. C'est-à-dire, c'était une des premières créations que vous aviez en objectif, si je comprends bien. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, comme je disais avant de adhérer à la maison Gerald Charles, je voulais tester et Federico a partagé avec moi sa vision pour la maison, à savoir de renforcer la collection Maestro actuelle avec toutes ses caractéristiques esthétiques, la faire évoluer, mais de manière plus linéaire, plus progressive, et créer une nouvelle pilier pour la collection Maestro, plus contemporain, qui se tourne plus vers l'avenir. Donc, avec cette idée en tête, les premiers croquis que je fais pour tester un petit peu la direction, c'était sur la Masterlink. On en parlera un petit peu plus tard, et c'est vrai que c'était hyper audacieux parce que déjà, c'est la première fois qu'elle est sur un bracelet acier. Ça change beaucoup de choses. Arriver à intégrer ce sourire à 6 heures, enfin, on va parler de tout ça bien sûr. Je l'ai eu en main au Watches and Wonders, et félicitations d'avoir intégré le Watches and Wonders cette année pour la première fois. Ça aussi, c'était quand même. Il y a eu tellement de choses en 2024, et vous êtes en train de passer toutes les strates très vite et très bien. Et encore une fois, comme vous disiez, je trouve que Federico, sincèrement, ce qui m'a frappé quand j'ai parlé avec lui à chaque fois, c'est cette vision, c'est-à-dire qu'il sait exactement où il veut emmener la marque. Alors que c'est pas simple. C'est ça. Oui, bon, Federico, malgré son jeune âge, a beaucoup d'expérience dans le sens où il est bien entouré aussi avec son papa, Franco Ziviani, et aussi son oncle, Gianpaolo. Ils ont beaucoup d'expérience, et avec cette équipe-là, le noyau, c'est clair que ça permet à toutes les équipes autour de eux de vraiment savoir où on va, où on veut aller. La feuille de route, d'avoir le tableau de bord de tout ça. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est du moment où vous savez où vous voulez aller, et la carte, elle est bien dessinée. Après, ça rend les choses plus faciles et plus claires pour tout le monde. Et j'ai beaucoup aimé quand Federico s'est présenté la dernière fois au micro de DMV, et une des premières choses qu'il m'a dit, il a 28 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui.
Il me dit, j'ai 28 ans, mais je m'intéresse au monde depuis que je suis tout jeune, donc en fait, j'ai 20 ans d'expérience. Voilà, exactement, C'est c'est ça, parfait. et on le ressent. On n'a pas du tout le sentiment, on sent une grande maturité, et je le dis vraiment sincèrement, parce que c'est ce qui chaque fois m'a frappé quand j'ai parlé avec lui. Et voilà, et le trio Gianpaolo, Franco, Federico est assez terrible. Ça, c'est clair. On sent qu'il y a vraiment cette vision et cette passation de génération qui est très intéressante. Absolument. Et j'aurais envie de dire aussi que dans cette expérience, Federico aussi, c'est écouter. Il est à l'écoute. Et c'est ça qui fait le travail avec lui très agréable, puisqu'il me laisse la place pour ma partie de la mission. Il vous étouffe pas dans le design. Parce que c'est parfois ce qu'on peut avoir dans des marques où on vous donne un cahier des charges tellement précis qu'on vous étouffe. Et au final, bah, le design final ne ressemble absolument pas à ce que vous aviez en tête. Juste. J'aime à croire et j'ai le sentiment que la Masterlink, en fait, c'est un travail conjoint entre Federico et vous. Et ça se sent dans l'harmonie, je trouve. J'avais une question à vous poser aussi sur, justement, quand on est dans une marque comme ça aussi, est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels ne pas tomber, justement? C'est-à-dire, arriver à ne pas rompre l'identité, le message, l'ADN. C'est quoi les questions à se poser au départ quand on commence quelque chose comme ça? Il est clair que déjà, la première chose, c'est qu'il y a le marché du montre assez intégré et assez saturé maintenant. Oui, c'est vrai. Et une des premières pièges, c'est de faire un copier-coller de quelque chose bien existant. Dit, ça. J'ai eu la chance avec la Maestro, qui était l'inspiration pour la Masterlink, d'avoir déjà une montre avec beaucoup de caractères. Donc, ça m'a permis de vraiment partir sur, malgré le fait que c'est une brasse intégrée, partir sur quelque chose d'assez unique. Oui, je comprends. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on est sûr avec la partie esthétique, unique et qui s'intègre bien à une collection, après, c'est clair que techniquement, un montre bracelet intégré a beaucoup de pièges, je dirais, ergonomiques. C'est vrai. Ergonomiques. Je pense notamment, et je pense que vous n'allez pas me contredire, les pièces debout finalement qui sont de chaque côté de la boîte, qui selon le tombé des pièces debout, finalement fait que même une montre en 37 ou 38 par exemple, va pas aller à un poignet 17-18. C'est-à-dire qu'on peut facilement avoir une montre qui paraît harmonieuse quand on la voit en présentation, mais quand on la met au poignet, ça va pas, ça tombe pas bien. Exactement. Exactement. Ça, c'est typiquement un exemple de quelque chose qui peut poser problème. Également, une pièce qui mord les poils. Ah là là, aussi peut être une piège que, donc au niveau tolérance, on doit être il faut veiller à que tous ces différentes contraintes et pièges soient adressés. Ça c'est deux bons exemples, mais il y en a beaucoup plus. Je pense qu'il y en a beaucoup. On parlera de toute façon. J'ai hâte qu'on parle de cette Masterlink, notamment du fermoir invisible. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont vraiment popé quand je les ai vus, que j'ai trouvé incroyable parce que, et vous avez raison de le dire, les bracelets intégrés, on en a revu depuis 4-5 ans avec la mode et l'anniversaire de la Royal Oak et compagnie. Et là, on n'a absolument pas le sentiment d'avoir une redite de quelque chose qui existe déjà. Et ça, c'est fort, sincèrement, parce que le bracelet, la façon, la vague qui s'estompe, enfin bon, on va parler de tout ça. Qu'est-ce qui constitue, selon vous, justement, l'ADN, si en 2-3 mots, l'ADN d'une Gérald Charles, justement, des choses qu'il ne faut pas toucher pour que ça reste une Gérald Charles? Je pense qu'il y a l'esprit créatif, cette curiosité, l'audace que cette maison et la Maestro expriment autant que forme. Très, très unique du marché avec ses doubles goudrons, avec son sourire à 6 heures et les cornes plutôt classiques. Toute cette combinaison de composants qui sont à la fois frappants et audacieux et à la fois très difficiles de gérer suivant des épaisseurs, suivant des tailles. Ça, c'est des choses qui sont très caractéristiques de la maison et qu'on veut continuer à perpétuer et à raffiner. Comme on dit toujours, la simplicité et la sophistication ultime. Le boîtier de la Maestro classique et ensuite la chrono, je crois de mémoire que c'est 35 ou 39 éléments
respectivement. C'est-à-dire qu'un boîtier qui semble extrêmement simple est constitué à lui tout seul de 35 éléments. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Exactement. Les cornes sur la Maestro sont pas ils sont pas intégrés dans la boîte, ils sont pas soudés, ils sont chacun individuellement vissés. Donc c'est clair que ça donne une certaine souplesse avec des matériaux, mais en même temps c'est clair que techniquement c'est assez complexe J'imagine, ouais. J'imagine. à assembler. Pour rappeler, pour ceux qui n'auraient pas entendu le premier épisode et qui connaîtraient moins la maison Gérald Charles, donc la fameuse forme du boîtier Maestro qui a été puisée dans l'architecture baroque d'un monument romain du XVIIe, dessiné par Francesco Borromini. Donc la forme, c'est la combinaison d'un carré, d'un octogone, avec ce fameux sourire qu'on retrouve et qui caractérise la montre. En fait, c'est une autre difficulté avec la Maestro, c'est que c'est pas un carré. C'est un rectangle. Elle fait 39 de large et 41 de long. Donc aussi, ça pose certains défis techniques en termes de fabrication et également en termes de design. Aussi. Parce que ça veut dire que la minuterie doit être d'une certaine façon. Ça veut dire que les aiguilles aussi doivent être suffisamment longues mais suffisamment courtes. Exactement. Oui. Vous avez dû passer, vous avez dû vous arracher les cheveux quand même un peu. Tout à fait. Et tout ça dans une boîte en acier étanche à 100 mètres. Ouais, parce que 35 ça rajoute éléments. Encore de la difficulté. 35 éléments pour un boîtier, c'est pas un monobloc, hein, c'est l'antithèse du monobloc. Et arriver à avoir 100 mètres, c'est quand même une prouesse. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux garantir aux auditeurs que c'est pas rien. Boîtier qui est de plus en plus fin, ça faisait partie des choses en 2023, si je dis pas de bêtises. Il y a eu quand même des enjeux forts, notamment grâce à la manufacture Vaucher, qui a beaucoup œuvré en ce sens. J'ai quand même envie de parler de la partie squelettage, parce qu'il y a eu un gros travail c'est sur la Maestro 8.0, si je dis pas de bêtises. C'est ça, hein C'est ça, oui. Avec un squelettage absolument incroyable. Il y a eu un boulot. C'était vous qui étiez aux commandes d'ailleurs de ce design, évidemment. Ça, c'était mon premier projet avec Gérald Charles. Ouais. C'était comme vous le savez, Monsieur Jonta a fait beaucoup de squelettes dans sa carrière. Et encore plus chez Gérald Charles, et encore plus pour cette marque. Exactly. Donc c'est clair que là, j'avais pas mal de matière avec lequel travailler. Et je commençais comme tout projet développement avec les archives, à mieux connaître, à étudier son style. Et puis aussi, mais Federico m'a toujours appuyé pour également ajouter mes propres sensibilités artistiques. Donc là où les squelettes de Monsieur Jonta sont plus géométriques, plus linéaires, je voulais quelque chose avec un peu plus de dynamisme. Et tout en gardant son langage, j'ai ajouté des chutes sur toutes les branches de squelettage pour donner justement de la direction et de dynamisme à cette première squelette. C'est ce qui justement, quand je l'avais eu en main au Geneva Watch Days, c'était très dynamique. Et il y avait deux autres choses quand on s'était rencontrés, et vous avez en rappelé, moi, qui m'avait vraiment frappé, c'était les textures de cadran et les couleurs de cadran. Donc la chocolate était sortie avec cette couleur, et aussi la terre battue sur ce cadran que je trouve se texturer. C'est vous qui en êtes à l'origine de ça ou pas? Alors non, j'aurais bien voulu, parce que je trouve aussi assez superbe cette jeu de texture et des couleurs sur les pièces tennis. C'est la trilogie. Ah ouais. Avec le gazon, la terre battue et puis la surface rapide synthétique. Avec une boîtier en titane poli et la couronne à gauche. Ce qui fait d'une pièce assez classique une caractère sportif contrasté intéressant. Avec son caoutchouc, elle est sur caoutchouc, celle-là, si je dis pas de bêtises. Juste. Donc caoutchouc, titane, montre plate, elle s'oublie au poignet, c'est incroyable. Et c'est ça aussi la caractéristique. Je pense que la notion de confort, elle est quand même super importante. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est de plus en plus prépondérant maintenant avec le temps. J'ai besoin d'une montre confortable. J'adore les montres confortables qui s'oublient comme ça au poignet. Et je voulais venir également au Rotor, parce que vous m'aviez parlé du Rotor. Est-ce qu'on peut faire un petit arrêt au stand Rotor pour savoir un peu plus? Of course. Oui, effectivement, comme vous avez dit avant,
Monsieur Jonta s'inspirait pour la boîte de la Maestro d'un monument du XVIIe siècle à Rome, style baroque. Et donc, quand on m'a demandé de dessiner un sort de style famille pour tous les calibres Gerald Charles, j'ai retourné, je revisitais, j'ai fait de la recherche sur ce monument de Borromini pour aller plus loin dans les détails. Et je tombais sur le Duomo qui est à l'intérieur de la coupole de ce monument. Ouais. Et il y a une magnifique texture, une magnifique armature qui sert comme structure pour le dôme, qui a différentes formes géométriques, octogones, une croix et des hexagones. Et je pris l'hexagone pour créer la structure, si vous voulez, de la masse oscillante. Et c'est maintenant, ça fait partie de la signature de tous les calibres automatiques de la maison. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Sincèrement, ça donne un rendu, ça finit. Souvent les marques, j'ai le sentiment, savent pas quoi faire du rotor. C'est-à-dire que on voit souvent des choses qui sont bien faites, il y a un beau perlage, tout est beau. Et souvent, le rotor, bon, ben, on met la marque dessus, on marque un truc et puis terminé. Là, franchement, ben, il n'y a même pas besoin de marquer de mettre la marque. On sait qui c'est de suite. Il y a une signature visuelle qui est incroyable. Le rotor, pour un designer, c'est un tableau qui attend pour être peint. Oui, absolument. On avait vu ça, donc j'avais vu les cadrans, les textures, j'avais vu vraiment les squelettages. Ce bracelet aussi, parce que on parlait d'audace, c'est vraiment de conserver, de faire évoluer ce bracelet. Ce bracelet caoutchouc est aussi une des signatures, je crois, chez Gerald Charles maintenant, avec cette. Alors c'est pas en clou de Paris, c'est en gaudron. Comment on peut le qualifier, ce bracelet, justement? Je l'appelle aussi clou de Paris, mais c'est en fait des pyramides alignées, assez strictes. Mais c'est vrai que c'est un bracelet caoutchouc avec beaucoup de caractère. C'est un bracelet qui a fait sa première apparition avec la première collection qui s'appelle la collection Renaissance de Gerald Charles. Et ça a beaucoup marqué les esprits. Donc, on a décidé de le garder aussi pour la collection Maestro. Très beau. Et je pense que l'aboutissement et là où la boucle est bouclée pour quelqu'un comme vous, c'est quand une montre est reconnaissable au poignet à 10 mètres. Là, on la voit même à 20. Juste. C'est ça, quoi. C'est vraiment une signature de la maison, c'est le bracelet caoutchouc. Ça pourrait être une montre avec un cadran stérile, avec un cadran sans marquer Gerald Charles, que finalement on saurait ce que c'est. Et ça, je trouve que pour moi, c'est la boucle est bouclée quand c'est comme ça. On arrive à conserver ça. 2024, mais c'est incroyable cette maison, quoi. Donc, inauguration, je suis allé voir le nouvel atelier, la boutique rue du Mont Blanc quand je suis venu au Watches and Wonders. Waouh, c'est quand même pas rien. Je mettrai des photos, des vidéos. C'est incroyable, extrêmement bien accueilli. Arrivé au Watches and Wonders, également de la marque. Et ça, c'est quand même, je le disais dans un épisode spécial, c'est quand même une forme de consécration. C'est un peu la cour des grands quand même. Hein. Quand on arrive dans les exhibitions, quand on est vraiment là, c'est parce que je me rappelle qu'au Geneva Watch Days, vous étiez au Beau Rivage, ce qui est déjà très bien. Mais c'est encore autre chose. Quand on arrive au Watches and Wonders, c'est quand même la shortlist. Là, ça commence à être plus que sérieux. Et cette Masterlink, je voulais qu'on en parle quand même. Parce que je l'ai essayé, bien sûr. Cadran, alors gris, blanc, je sais pas comment on le qualifie, ou cadran bleu. Ça tombe sur le poignet. Ce bracelet, c'est votre création, le bracelet 100%? Tout à fait, oui. Tout à fait. Cette vague, cette fameuse vague. Oui, en fait, la Masterlink, c'est comme on parlait avant, c'est un deuxième pilier pour la collection Maestro. C'est un projet qu'on a commencé en 2020, donc 4 ans de travail pour arriver à ce lancement à Genève, effectivement, un milestone important pour la maison, de pouvoir être présent. Et c'est à mon sens, un must d'être à Watches and Wonders avec une maison comme Gerald Charles. Et
Et puis la grande ouverture de l'atelier, un Ah ouais, endroit l'atelier incroyable. conçu pour accueillir des clients, pour des événements Ouais, spécifiques, spéciaux, ouais. pour vraiment offrir au maximum l'expérience Gerald Charles. Et la Masterlink était un projet très approfondi. Hmm. Mon objectif de base avec cette collection, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui visuellement, quelque chose de timeless, Hmm, hmm. euh, Ouais, qui pourrait toujours, ouais. où on aurait l'impression que ça a toujours fait partie Hmm. des collections Gerald Charles. C'est la marque des légendes en fait, hein, ça. C'est vraiment, vous prenez une tank de chez Cartier, vous prenez, enfin voilà, des icônes, une Reverso, enfin ce que vous voulez. C'est des montres on a l'impression qu'elles ont été dessinées hier, avant-hier, et dans 50 ans, elles seront toujours là. J'ai quand même le Exactement. senti- La Masterlink, c'est ça, elle n'est pas marquée d'une époque, et elle pourra être toujours, enfin, Timeless Elegance, je crois, c'est votre Timeless. Exactement. Timeless. Timeless. Hmm. C'était ça l'objectif. Et pour faire ça, effectivement, comme je dis avant, l'idée c'était de garder toutes les caractéristiques de la Maestro qui la rendent si unique, Oui, si c'était élégant. dur ça. C'était super dur de garder ça. C'est exactement ça. Donc, c'est double goudron, Ouais. d'essayer de le conserver, mais également d'exploiter cette unicité Hmm. pour euh, faire couler cette bracelet presque comme de métal liquide autour du Ouais. poignet. Et cette fermeture invisible du bracelet, parce qu'au début, donc, j'étais à Watches and Wonders et j'ai essayé de l'ouvrir, j'y arrivais pas. Je dis non, non, regarde, en fait, c'est juste, alors je montrerai en vidéo, euh, on a vraiment à appuyer sur ces poussoirs invisibles finalement pour ouvrir le bracelet. Les auditeurs comprendront quand je montrerai ça en publication. L'idée de finesse avec Incroyable. la collection Maestro et maintenant Masterlink est aussi euh, euh, un important composant des caractéristiques techniques et Mm. esthétiques de la collection. Donc, le fait de pouvoir intégrer le mécanisme papillon dans Ah ouais, les maillons nous a incroyable. permis de souligner encore plus fort cette intention de finesse sur cette collection qui reste quand même sportive. Ouais, ouais. Et j'ai l'impression qu'elle a rencontré en plus moi, de ce que j'ai pu voir, de beaux échos quand j'ai publié, quand j'en ai parlé. J'ai vraiment trouvé que, voilà, elle est peut-être, dans le bon sens du terme, un tout petit peu plus consensuelle qu'une maestro classique, mais donc elle s'élargit à des personnes qui étaient peut-être moins sensibles au design de la maestro. Et c'est ça que je trouve génial. Elle conserve son ADN, elle ne trahit pas ses origines, mais elle s'ouvre à d'autres personnes. C'était la mission. Bravo. C'était absolument la mission. C'est en sachant que la maison a l'intention de grandir, de s'étendre au niveau territorial. Hmm. L'objectif, c'est de rendre cette maestro qui est quand même assez particulier comme esthétique, euh, la rendre en quelque sorte plus accessible Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à à une fait. plus Super grande intéressant. audience. Alors c'est clair, je reviens à cette notion que le bracelet intégré est maintenant assez proliféré dans les Hmm, différentes maisons, mais je hmm. pense que c'est une langage et une forme à part entière, le bracelet intégré, établi Ouais. en 1972. Et Hmm. maintenant, de la même manière qu'une montre ronde avec des cornes est une forme C'est la norme. assez répandue, je trouve que le bracelet intégré, c'est une catégorie. Et Hmm. puis, nous, on assume ça et on trouve absolument approprié que ça fasse partie de la collection Maestro. La Masterlink est déjà disponible. Elle sera disponible sur caoutchouc malgré tout, ou elle sera uniquement sur bracelet intégré comme ça? Alors, non, elle sera uniquement sur bracelet intégré, oui. La Maestro reste la pièce sur bracelet caoutchouc et la Hmm. Masterlink devient la pièce Ah ok, bracelet. très logique. Oui. Très logique, très logique. Est-ce qu'il y avait des petites choses sur cette Masterlink ou des choses que vous vouliez ajouter justement par rapport à ça, ou vous pensez qu'on a fait un tour assez exhaustif finalement? Ah, on pourra en parler des heures, bien sûr. Mais est-ce qu'on a décrit globalement cette pièce?
Bon, je pense que autre chose qui vaut la peine de discuter, c'est le bracelet asymétrique, Ah, qui j'adore. était aussi une approche assez audacieuse de la maison, de assumer cette asymétrie jusqu'au bracelet intégré pour donner encore plus de caractère, même si c'est assez subtil et Ah, c'est on le remarque incroyable. pas tout de suite. C'est incroyable. Chose que je trouve aussi agréable quand on peut découvrir des détails qui sont assez frappants, mais tout dans le temps. Le Hmm. bracelet asymétrique de la Maestro est vraiment rendre la pièce encore plus unique. C'est pour moi même, je vais même plus loin encore, c'est vraiment la signature de la pièce qui la rend unique. Pour moi, une montre timeless comme ça, intemporelle, le mot que vous cherchiez tout à l'heure, pour moi, une montre timeless, justement, c'est une montre qu'on va regarder, dont on ne va pas se lasser, qui, avec le temps, finalement, on va découvrir encore de nouveaux aspects de cette pièce, quoi, concrètement. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que le temps passe et à chaque fois, vous portez votre montre, jour après jour. Ah tiens, j'avais pas vu ça. Et je trouve qu'en plus, ce sourire, donc, qui démarre au pied du boîtier, avec cette vague qui s'estompe au fur et à mesure des maillons, au bout de 4, 5, 6 maillons, je sais plus exactement. Waouh, moi, ça m'a. Je mettrai évidemment la vidéo pour montrer à quoi ça ressemble. C'est incroyable. Franchement, En fait, bravo. ça descend tout le long du C'est dingue. bracelet, C'est du dingue. bras à 6 heures, cette C'est sourire. incroyable. Ouais. On voit ça s'estompe comme une vague en fait qui vient mourir sur la plage quelque part. Et ça Exactement. c'est très très beau. Exactement. Franchement moi c'est ce que j'ai adoré. Et Jolie métaphore. mais je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas ce que vous en pensez Octavio. Tout à fait, Euh, oui. En tout cas c'était si vous voulez rajouter peut-être un petit mot de la fin ou quelque chose qui vous tient à cœur ou sur la maison ou sur la pièce éventuellement. Euh, je veux juste dire que je suis très reconnaissant à l'attention et au feedback qu'on a reçu au Hmm. Watches and Wonders. Hmm. C'était un événement fantastique. Et puis, je me réjouis de continuellement surprendre notre audience avec des nouveautés. Et je vous attends à Geneva Watch Days pour encore Ouais. des autres surprises. On peut avoir un petit scoop ou pas pour des Non, MEV? je peux pas. J'aurais essayé, désolé. J'aurais essayé. Octavio, merci beaucoup. C'était passionnant. Franchement, super. Si on C'est veut un grand plaisir de parler avec toi. franchement, c'est vraiment un grand plaisir. Plaisir partagé. Et c'est toujours génial de pouvoir vraiment être à l'origine de tout ça, de pouvoir parler avec les personnes qui ont créé les choses. Et, ça a permis de mieux les comprendre et de se faire une opinion plus tranchée. Même pour les amateurs, je fais la même chose. J'aime bien le chemin qui leur permet de comprendre quelque chose. Là, c'est pareil pour un designer. Merci Octavio, vraiment. Si on veut en savoir plus donc sur Gérald Charles, évidemment sur le site, et puis ne pas hésiter à aller rue du Mont Blanc pour ceux qui ont la chance d'aller à Genève, pour l'atelier boutique qui est juste incroyable. On a le musée, on voit les anciennes pièces, on voit les archives, on est reçu comme un roi et on a tout le dernier étage à nous. Merci Octavio, à bientôt. Merci. Au revoir.